Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo, ou plutôt cette série de vidéos sur l'utilisation des modules d'affichage TFT pour Arduino. On prendra comme support la réalisation du jeu Pac-Man que vous avez vu en introduction. Donc dans cette première vidéo, je vais présenter une partie plus hardware avec les principes de base de la gestion d'un affichage graphique avec l'Arduino, les différents types de connexions, les différents drivers et l'utilisation des librairies. Évidemment, je ne pourrais pas être exhaustif vu la multitude des cartes que l'on peut trouver, mais on verra les points clés à vérifier avant de commencer un projet. Il y aura une deuxième vidéo où on verra par un exemple faire un dessin de Pac-Man, les différents dessins à faire, parce que si on veut une animation, il faudra faire plusieurs dessins, de le transformer en code source et d'afficher et animer le Pac-Man. Troisième vidéo, on verra comment gérer le plateau, son affichage et comment faire que les différents éléments suivent bien les endroits où ils sont autorisés à circuler. Enfin, il y aura une quatrième vidéo où on va développer la gestion de Blinky. Blinky, c'est le fantôme rouge dans le Pac-Man. Donc sa gestion, ce qu'on appelle son intelligence artificielle, sa stratégie pour aller attaquer le Pac-Man. On essayera de suivre ce qui a été fait à l'origine du jeu. Alors on va commencer par le hard. Un écran TFT, c'est quoi? C'est un écran LCD qui est constitué par des pixels et des sous-pixels. On appelle pixels ce qui représente un point, sous-pixels, chaque point est représenté par trois couleurs, rouge, vert, bleu, c'est ce qu'on voit ici. Ces pixels sont regroupés en lignes et en colonnes. Donc en fonction de la résolution de votre écran, il va y avoir un certain nombre de lignes relativement importantes et des colonnes. Tout ça doit être relié et commandé électriquement. Alors TFT, c'est pour les transistors qui sont mis directement proches des LCD. C'est pour avoir une meilleure commande, avoir plus de contraste et une meilleure réactivité des différents sous-pixels. Mais le principe est le même, c'est toujours ligne-colonne. Si on prend ces petits écrans comme sur le Pac-Man, alors ça doit être comme non, c'est pas comme ça, bon, c'est pas grave, je vais pas, moi, je vais y arriver. Ceci, donc des petits écrans de 2,8 pouces. Ça a 240 pixels par 320 pixels, ça représente à peu près 76 000 pixels. Si on prend en compte les sous-pixels, ça fait 230 000 quand même sous-pixels à gérer. Au niveau des connexions, on a 240 colonnes que l'on triple pour avoir rouge, vert, bleu, plus 320 lignes, ça nous fait 1040 connexions à relier. Pour des écrans un peu plus petits, avec une résolution de 128 par 160, ça nous fait 20 000 pixels, 60 000 sous-pixels. Pour des écrans un peu plus gros, comme ça, en 3,5 pouces, et des résolutions de 480 par 320, on est à 150 000 pixels, 460 000 sous-pixels. Et donc à chaque fois, vous prenez les colonnes multipliées par 3 plus les lignes, et ça vous donne le nombre de connexions à réaliser. Vous imaginez bien que c'est pas vous qui allez câbler tout ça. Et ce n'est même pas votre microcontrôleur qui va gérer directement ces lignes et ces colonnes. Donc on va utiliser en fait un circuit intermédiaire qui va s'interposer entre votre microcontrôleur et l'écran TFT que l'on appelle un driver d'écran LCD.
Il en existe un certain nombre. Généralement, ils sont associés à une résolution. Il y a un driver pour les 128/60. Enfin, il en existe plusieurs. Il y a différents constructeurs. Et puis même au sein même du constructeur, des fois, ils ont différents drivers pour le même type d'écran. Donc 240 par 320, etc. Ensuite, le driver va communiquer avec votre carte à microcontrôleur. Donc c'est là où il va falloir se poser la question, eh bien, quel est le type d'interface que l'on veut entre notre driver et notre Arduino ou apparenté. J'appelle Arduino toutes les cartes que l'on peut programmer sur Arduino, que ce soit de la base d'une Uno, d'une SP32, d'une Tiny, etc., etc. Donc il existe deux grandes catégories de connexion entre la carte microcontrôleur et le driver. Donc ces cartes écran, les cartes écran, en fait vous avez l'écran et son driver intégrés en dessous. On ne le voit pas généralement. Donc vous avez des liaisons, je vais prendre par exemple celui-là. Vous voyez qu'il y a des connexions qui sont ici. Alors on retrouve des tensions d'alimentation. On retrouve une partie ici qui s'appelle SD. Ben, c'est pour la carte SD, donc ça ne concerne pas le LCD. Et on va retrouver certains signaux indiqués LCD ici. Bon, donc ici on est sur une transmission, vous voyez, des informations avec beaucoup de broches. On va voir, ça c'est une transmission parallèle. Sur d'autres... Sur d'autres, voilà, comme celui-là, on a beaucoup moins de liaisons, tout simplement parce qu'on va être en transmission série, c'est-à-dire qu'on va utiliser qu'une seule broche pour envoyer les données. C'est la base de la transmission série. Évidemment, au niveau câblage, ça va être plus facile. Vous allez moins utiliser de ports sur votre carte un microcontrôleur. L'inconvénient, c'est que si on envoie 8 bits par 8 bits, c'est quand même plus rapide et on peut même avoir du 16 bits par 16 bits. Alors, on peut aller voir, pour comprendre comment ça marche, on va aller voir la documentation du driver. Voilà, donc là on est sur la documentation du driver. Alors vous voyez, il y a 245 pages qui expliquent le fonctionnement. Voilà, alors il va y avoir des choses importantes. Là par exemple, ça nous permet de voir déjà les caractéristiques générales, la résolution gérée, mais aussi le nombre de couleurs. Ici, on peut être en mode 16 bits ou en mode 18 bits. Donc ça c'est pour chaque pixel. Hein. Non, 2 bits utilisés pour chaque pixel. Si vous avez fait avec moi ou avec au lycée PGDG en SNT les différents codages des couleurs sur les ordinateurs, souvent on utilise un codage 32 bits, 8 bits pour le rouge, 8 bits pour le vert, 8 bits pour le bleu et 8 bits pour la transparence. Ici, on va utiliser un mode, donc soit des modes dégradés pour les couleurs qui offrent vraiment peu de couleurs. Sinon, les modes standards, ça va être du 16 bits avec 65 536 couleurs différentes. Alors, les 16 bits sont regroupés en 5 bits pour le rouge, 6 bits pour le vert et 5 bits pour le bleu. Ou en 18 bits, 3 fois 6 bits pour rouge, vert et bleu. Les échanges ensuite avec le contrôleur, vous voyez que ces drivers, ils sont capables de faire à la fois les transmissions parallèles, mais aussi les transmissions série. D'autres éléments importants, les tensions d'alimentation. On voit ici que c'est prévu de travailler en 3,3 volts logique.
Voilà, donc ça va être important ensuite pour voir avec quoi on le relie. Alors, plus que j'en suis aux tensions, on peut vérifier aussi, ça c'était la tension d'alimentation, ce que l'on doit mettre sur les signaux de communication. Donc, c'est en page 235. Voilà, je vais y aller, 235. Vous voyez, donc le constructeur vous garantit ici un fonctionnement sans destruction, hein, sans altération du fonctionnement. VDDI, donc ça c'est les 3,3 volts, plus 0,3 maxi, donc le constructeur vous garantit jusqu'à 3,6 volts, tout fonctionne bien. Au-delà, problème. Il peut y avoir une casse instantanée, mais il peut aussi y avoir en fait une diminution de la durée de vie du driver. Donc ça c'est important parce que selon la carte que vous allez utiliser, si c'est une carte en 5 volts ou en 3,3, il va falloir mettre des moyennes intermédiaires pour gérer ces différences de tension. On va revenir, alors oui, donc je passe pas dans le détail les 245 pages, ce qui est assez intéressant de savoir comment tout cela fonctionne. Hein. Moi, je vous conseille quand même d'y jeter un œil, comment tout cela fonctionne. Hein. Il faut voir la mémoire. Hein. Obligatoirement, vous avez de la mémoire, de la RAM vidéo qui est utilisée. On en a les détails là, voilà. Alors revenons à notre échange avec le microcontrôleur. Voilà, donc avant de voir un peu le fonctionnement du driver, on peut déjà voir sa taille, qui est un peu plus loin. Hop, voilà, elle est là. Donc ici c'est le circuit intégré avec tous les pads de connexion côté LCD et côté microcontrôleur, ou plutôt carte en fait, puisque quand on achète il y a un circuit imprimé et l'écran est monté dessus et est relié via un circuit souple. La taille, pour donner une idée, 250 micromètres d'épaisseur, donc 2,5 dixièmes. 650 micromètres de largeur ici, donc 6 dixièmes, 6,5 dixièmes et 15 mm de longueur pour ce circuit. Ici, vous avez en fait tous les pads de connexion. Il y en a beaucoup, on a vu. Et on peut regarder la taille des pads pour les connexions. Heureusement que c'est fait d'usine, vous allez voir. Voilà. Ici, 14 microns de large pour tous les pads. Et intercalé tous les 14 microns. Voilà, un peu plus gros pour les pads côté microcontrôleur. Voilà, donc on va revenir maintenant sur son fonctionnement, hein, qui va nous expliquer ce qu'on va retrouver à l'intérieur. J'y suis là. Donc on retrouve les borniers de connexion côté LCD avec ses 1040 lignes. Ici, c'est en fait les 1040 lignes, on a dit, qui vont commander les transistors, puisque c'est les TFT, donc les transistors qui sont au niveau de chaque cristaux liquide, donc toutes les couleurs. Donc 720 3 fois 240, rouge, vert, bleu, c'est pour ça qu'on a 3 fois, et 320 le nombre de lignes. Voilà pour commander donc tous nos cristaux LCD. Ici, on va avoir ensuite un bornier qui va permettre de faire des échanges entre le microcontrôleur et le driver. Classique, évidemment, il faut conserver en mémoire l'image que l'on va avoir, c'est un peu comme sur les cartes graphiques. Donc, il y a de la RAM qui va contenir, entre autres, l'image qui est affichée à l'écran. On ne va pas rentrer trop dans le détail, juste à savoir, les LCD sont commandés par des tensions supérieures à 3,3 volts.
Donc il y a tout un circuit de charge qui permet de faire des tensions, généralement entre 10 et 20 volts, pour la commande à partir du 3,3 volts. Alors maintenant, si on s'attaque à l'échange entre le microcontrôleur et le driver, nous avons ici plusieurs modes. On a vu le même driver, il peut être en parallèle, il peut être série, mais en plus il peut être en parallèle 16 bits, 9 bits, 18 bits, 8 bits, etc. On va le configurer, il y a 3 pattes. Les 3 pattes que l'on retrouve tout simplement ici, IM3, non 4 pattes, pardon, IM3 0. Donc il y a 4 pattes, selon que l'on les met à VCC ou au ground, au 3,3 ou au 0 volt, on va mettre le driver dans un mode précis de communication. Alors généralement c'est fait par celui qui vous a vendu la carte et on ne peut pas les changer. Donc on va retrouver classiquement soit des parallèles 8 bits, voilà, ici, soit des séries. Les séries, on peut les trouver en 3 fils ou 4 fils. Moi, ce que j'ai, c'est des 4 fils. On va voir donc comment ça communique. Ce qui veut dire que le constructeur, il a mis les pattes au plus, au plus, au plus et à la masse. Et à partir de là, on est en mode de communication 4 fils. Alors, ces modes de communication, je vais y aller plus vite, en page 63, 63 c'est plus bas, voilà, ce mode, on va retrouver ces signaux en fait pour les échanges de données. Donc on va retrouver des signaux ici en mode série, en mode parallèle j'en parle pas, le mode série qui est sur les cartes que j'utilise pour le Pac-Man, c'est en mode série pour garder des broches de disponibles, notamment pour le joystick, mais aussi pour les boutons. Voilà, donc là, on minimise le nombre de broches d'échange du microcontrôleur. Donc, liaison série synchrone. La série synchrone veut dire qu'on a un signal d'horloge, clock, là, c'est clock, signal clock, qui va nous donner en fait le moment où les informations sont valides. Donc, les données sont ici. L'horloge est ici. On a en plus 2 autres signaux qui sont le DC et le CS. Alors CS c'est pour chip select, on sélectionne le driver, c'est-à-dire on dit bah, tiens, le microcontrôleur veut parler au driver. Et ensuite il y a DC parce qu'il y a 2 types d'ordres que l'on peut donner, soit des datas, c'est pour les images que l'on veut afficher, et soit il y a du contrôle, donc si on veut opérer, parce qu'on peut faire différents contrôles sur le driver, le mettre en mode paysage, en mode portrait, enfin il y a plein de choses, l'initialiser, beaucoup de choses à faire. On verra ensuite dans la partie programmation. Donc voilà un peu pour les échanges. À noter, on peut avoir aussi un mode où ici les données dans un sens et dans l'autre passaient par le même fil. Et ici on avait des données dans le sens du microcontrôleur vers le driver et un autre fil qui du driver vers le MPU, donc vers le microcontrôleur. En fait, donc ici on a ce qu'on appelle du half duplex, puisque ça peut aller dans les deux sens, mais c'est un coup après l'autre, on ne peut pas parler dans les deux sens en même temps sur le même fil, alors qu'ici on a 2 fils séparés. Voilà un peu le fonctionnement et les connexions que l'on va retrouver sur nos cartes. On va retrouver ça à câbler. Alors ces données, vous allez évidemment les retrouver sur votre carte. Quand vous achetez votre carte, on va les retrouver ici avec l'horloge, les données. Et on a quelques signaux supplémentaires comme la remise à 0, le chip select. Ici c'est noté à 0, c'est souvent noté DC data command pour indiquer si les échanges qu'on fait c'est des data ou c'est des commandes sur le driver.
Et puis d'autres broches comme évidemment la masse, la tension d'alimentation, le rétro-éclairage, le chip select, etc. Souvent il est noté SPI justement sur ces écrans à cause de la gestion série, mais le SPI, elle peut être aussi utilisée pour le lecteur SD associé. Et si votre écran est tactile, il n'est pas tactile, celui-là, bon là je n'ai pas un sous les yeux, vous allez retrouver une partie. Voilà, une partie, est-ce que là, on va pas bien voir, mais si vous avez ce type d'écran avec une partie tactile, vous avez aussi des broches qui servent à la partie tactile. Donc moi, je ne vais pas utiliser cette partie. Donc si on résume ce qu'on a dit, pour choisir un écran, vous allez évidemment prendre en fonction de sa taille, de sa résolution, mais vous allez aussi faire attention au type d'échange que vous voulez faire entre votre carte et le driver. Donc si vous avez comme ici une gestion parallèle, le problème c'est que ça va utiliser un bon nombre de vos broches sur votre carte. Il ne faut pas en avoir l'utilité ailleurs, comme par exemple brancher un joystick. C'est pour ça que moi sur le Pac-Man, ici j'utilise plutôt une liaison série, de façon à pouvoir brancher, avoir des broches de libre aussi pour mon joystick et d'autres éléments comme on peut rajouter par la suite, comme du son, des boutons, etc. Dernier point évidemment à vérifier, les tensions. Quelle carte vous utilisez, microcontrôleur, et quel écran vous allez utiliser. Donc les cartes à microcontrôleur, si c'est une standard Arduino de base, une Uno, vous allez être en 5 volts, vous ne pouvez pas le mettre sur ici par exemple directement sur cet afficheur, ce qui évidemment il y a un risque de détérioration. Alors c'est vrai, j'ai des élèves qui me l'ont fait, ça a très bien tenu, mais c'est pas garanti par le constructeur. Si vous utilisez des cartes un peu plus performantes, généralement les cartes un peu plus performantes, elles fonctionnent en 3,3 volts. Notamment moi, voilà, pour le Pac-Man, j'utilise ces cartes qui sont des ESP32. Alors rapidement, des ESP32, on les a sous la format Arduino Uno classique, on les a aussi sur des formats un peu plus réduits. Donc pour vous donner une idée des spécifications différentes, une Uno c'est un microprocesseur qui tourne à 16 MHz. Sur une ESP32 c'est 240 MHz. Évidemment ça va être beaucoup plus rapide. La mémoire RAM pour stocker vos variables sur une Uno c'est 2 kg. Sur une ESP32 c'est 512. Là aussi. Hein. Et pour vos programmes, le Uno c'est 32 kg et le SP32 c'est 4 mégaoctets. Voilà. Sachant que le prix est à peu près le même, hein, ces cartes ESP32, si vous les achetez en Chine, vous les payez moins de 10 €, entre 5 et 10 €. En France, aux alentours de 10 €. Hein. C'est pareil pour cela, tout dépend de votre distributeur s'il prend un peu plus ou un peu moins de marge. Voilà, donc ça vaut souvent pas le coup de s'embêter d'utiliser une carte Uno où on va être obligatoirement limité et où en plus on aura des problèmes de connexion à cause des tensions d'alimentation. D'ailleurs, certains kits, vous voyez, on vous met ces petits composants là, en fait, qui sont là justement pour adapter les tensions dans les deux sens. C'est-à-dire de faire du 5 volts de passer en 3,3 pour aller sur l'écran, mais aussi de l'écran pouvoir remonter sur du 5 volts dans l'autre sens des données si c'est utilisé. Certains montages n'utilisent pas d'ailleurs la remontée d'informations du driver vers le microcontrôleur. Hein. On n'utilise que l'envoi de données.
Voilà. Donc, si jamais vous utilisez un Hino, ben, il faut aussi vérifier les tensions, mettre ce type de montage ou ce type de montage, hein, puisque si on va que dans un sens, après tout, il suffit d'utiliser un pont diviseur de tension, ici obtenu avec deux résistances. Donc, soit on met du 1 kg, 2,2 kg, soit du 2,2 et 3,3 kg, et le 5 volts ici va être transformé en 3,3 volts ici par ces deux résistances. On évite ce genre de montage que l'on retrouve aussi sur internet parce que ça protège pas, puisqu'en fait la chute de tension elle est due à la consommation de la carte. Si la consommation est très faible, ce qui est généralement le cas sur les ports, sur les données, hein, la chute de tension elle ne sera pas suffisante pour passer de 4 volts de 5 volts pardon, à 3,3. Il faut 1,7 volts de chute de tension, donc il faudrait que ici il y ait 1,7 mA qui circule. En réalité, il circule beaucoup moins, donc on n'aura pas la chute de tension voulue. Donc c'est un peu un leurre au niveau de la sécurité. Et comme je vous ai dit, souvent, même si vous branchez en direct, ça crame pas, en tout cas pas instantanément. Après, il se peut que votre écran, au lieu de durer 2000 heures ou plus, eh bien, au bout de 10 heures, il soit HS. Donc, si jamais vous utilisez toujours des cartes en 5 volts, on veille à adapter le niveau des tensions. Donc voilà pour la partie matérielle, un peu les choses à vérifier et comprendre un peu comment tout cela fonctionne. On va voir maintenant pour la partie logicielle, comment on gère tout ça. Est-ce qu'on va nous-mêmes gérer le driver, c'est-à-dire est-ce qu'on doit apprendre toute cette doc pour arriver à afficher ce qu'on veut, ou est-ce qu'on va utiliser en fait des choses déjà faites par d'autres.